porter sur notre développement. Concernant le numérique et la jeunesse, ces projets se traduisent avec FIER SPM et l'élaboration du schéma d'aménagement numérique. L'archipel, à Saint-Pierre comme à Miquelon, sera doté dans les mois qui viennent d'un câble numérique, vous le savez. C'est un investissement conséquent pour la collectivité, bien seule au démarrage du projet. À force de persuasion, la collectivité a su convaincre et a obtenu le soutien de l'État pour la moitié du financement de cette opération. Ce câble numérique améliorera bien sûr le confort des particuliers, des administrations et des entreprises. Mais l'archipel doit aller au-delà. L'exploitation du câble doit devenir un vecteur de développement pour que nos jeunes aient un avenir sur notre territoire avec des métiers porteurs d'avenir. Le schéma numérique nous apportera des pistes, des scénarios, des possibles, avec notamment, alors nos experts en parleront bien mieux que moi, l'opportunité de créer un véritable écosystème numérique. Nous sommes certes un petit territoire français en Amérique du Nord, mais notre taille peut devenir un atout. J'ai envie de dire, et je m'arrêterai là parce que je ne suis pas forcément un expert dans la langue de Shakespeare, « Small is beautiful ». En effet, des porteurs de projets peuvent être attirés par nos îles en tant que porte d'entrée française où il fait bon vivre pour se rapprocher d'une région économique dynamique. C'est dans ce contexte que la collectivité et Archipel Développement avance non pour se substituer aux initiatives privées, mais pour créer un terrain favorable à l'installation et à l'expansion de sociétés. La pose de ce câble, c'est une fierté qui traduit notre volonté depuis des années de moderniser l'archipel tout en conservant notre identité. Quelle petite start-up s'installerait dans un territoire sans une connexion au réseau optique mondial ? Réponse : aucune, bien entendu. Cette conférence va donc nous permettre d'explorer collectivement et en concertation les nouveaux enjeux pour le territoire. Je tiens à remercier les intervenants qui vont animer cette journée, ils seront nombreux, pour qu'ensemble nous dessinions nos perspectives d'avenir. Entrepreneurs du numérique, spécialistes de cluster de l'économie numérique et experts en aménagement numérique sont physiquement aujourd'hui avec nous. Alors bien sûr, je tiens à saluer messieurs Delara et Leluxe ici présents qui œuvrent à nos côtés dans cette élaboration du schéma d'aménagement numérique. Et je tiens aussi à remercier 3 experts de haut niveau, il faut se le dire, qui sont actuellement présents. Donc je propose à Madame Kendra McDonald de venir me rejoindre ici. Alors il s'agit de la directrice de NIT. Alors il s'agit d'une association à Terre-Neuve, donc nos voisins, qui a en charge notamment tous les aspects technologie et l'industrie technologique. Donc elle vient en tant que voisine et on vous remercie, Madame McDonald. Ensuite, Monsieur Loïc Bertou, donc, qui lui est entrepreneur franco-québécois, merci de nous rejoindre, et consultant en compétitivité numérique des organisations pionniers dans le e-commerce. Alors j'essaie de faire extrêmement succinct puisque j'ai eu votre pédigré et puis au final, il faudrait au moins une dizaine de minutes pour chacun d'entre vous. Et enfin, alors maintenant, on n'a plus de secret pour lui puisqu'il est passé sur le plateau télé de ce samedi 20h, donc il devient populaire sur le territoire. Monsieur Pascal Peuchot. Alors, il est le directeur de l'innovation à la collectivité de Saint-Barthélemy, en charge notamment de tous les aspects numériques. Donc, il a lui aussi une vision d'un petit territoire et de l'engagement sur le schéma d'aménagement. Donc, il est actuellement présent avec nous et je vous remercie. Alors, cette conférence est ainsi l'occasion de conjuguer et de croiser nos expertises françaises et donc les visions nord-américaines. C'est un premier point. Et ensuite, en début d'après-midi, eh bien, dans le déroulement de cette journée, on va participer à différents ateliers. Ces ateliers vous permettront de contribuer donc, à cette élaboration du schéma d'aménagement numérique. Nous aurons enfin une dernière session plénière, donc très riche, avec un premier bilan de FIER SPM et la remise de prix du concours d'innovation programmé à 17h.
Notre diaspora et le public pourra suivre la diffusion, ou en tout cas cet après-midi en Facebook, et on a fait bien plus que ce qu'on avait envisagé au début, puisqu'on pensait faire une diffusion à partir de 15 h, et puis là, dès ce matin, on est opérationnel. C'est parfait. Merci, merci Rudy, à toute l'équipe pour cette organisation. Alors, je dis conclusion, mais le mot n'est pas forcément approprié, car le numérique nous offre une ouverture et non une fermeture. Le numérique nous invite à relever le défi de la complexité pour les générations futures. Donc je vous souhaite donc à tous une belle conférence qui fera émerger des questions autant que des réponses, mais là est le souhait. Merci de votre attention et vive Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles d'exception. Merci à vous de votre attention. Voilà, oui, je souhaite saluer à mon tour la présence du sénateur, du président de la Chambre de commerce et donc à nouveau de vous tous pour votre disponibilité pour cette journée. Bernard Briand a exposé le programme de cette journée. Donc cette matinée va être consacrée à des présentations plutôt type magistral comme on dit, mais on a prévu à chaque fois le temps de l'échange, de la question, donc n'hésitez surtout pas. On sera très heureux de rendre plus interactive cette session. Et donc en début d'après-midi, nous aurons les ateliers au Francoforum. Donc pour l'instant, nous avions prévu initialement 3 ateliers donc, que présentera Manuel Delara. On verra si on fait 2 groupes ou 3 groupes, ça dépendra de vos velléités. Et ensuite, donc, on se retrouvera ici à partir de 15h15 pour la synthèse des ateliers, la synthèse des échanges, et puis on ouvrira la clôture sur Fier SPM, quelles prochaines étapes. Mais je remercie déjà la collectivité qui a été notre partenaire dès le début avec la Commission européenne. Et si le soutien de l'Union européenne au programme Fier SPM eh bien, doit prendre fin, puisque initialement c'était un projet pilote, c'est-à-dire qu'un projet pilote par définition il est sur une durée relativement courte, 18 mois nous concernant, et donc le soutien européen s'arrêtera là. Mais la collectivité a d'ores et déjà confirmé son soutien pour les 4 prochaines années. Donc merci à vous de votre confiance. Et donc ce sera notamment Rudy l'Espagnol que nous venons de recruter qui aura la charge d'amener ce programme plus loin. Je voulais aussi remercier Sarah qui a été la cheville ouvrière de ce programme Fier SPM depuis le début, depuis la conception 2015. Voilà. Donc c'est aussi grâce à elle qu'on en est là et qui a œuvré pour organiser cette conférence. Donc, et merci au CCS pour la salle. Voilà. Je vais passer la parole à Manuel Delara et Stéphane Lelux pour cette première présentation. Bonjour à tous et à toutes. Donc nous allons nous partager avec Stéphane Lelux l'animation de cette présentation du SDAN, le schéma directeur territorial d'aménagement numérique. Donc vous n'hésiterez pas surtout à poser des questions si ça vous semble à un moment ou à un autre utile ou opportun qu'on apporte plus de précision que ce qu'on va pouvoir afficher sur les écrans. Les objectifs du schéma directeur territorial d'aménagement numérique, sa démarche, elle prend appui sur le SDS, le schéma de développement stratégique 2010-2030, qui est finalement le socle de votre stratégie de développement sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, et le numérique en est une déclinaison. Et non, naturellement, aujourd'hui, on s'inscrit dans l'œuvre du SDS 2010-2030. Oui, bonjour à tous. Nous avons effectivement sur la perspective de cette journée travaillé sur l'impact, évidemment, de l'arrivée de ces infrastructures nouvelles sur le territoire, mais le but de l'échange, c'est au-delà de cette politique d'infrastructure,
de voir tout l'accompagnement et, on va dire, la préparation que l'écosystème Saint-Pierret et Miquelonnet doivent ou peuvent mettre en œuvre pour pouvoir tirer profit de ces infrastructures. Et c'est vrai que l'arrivée d'un câble sous-marin, c'est un élément clé, une ressource clé, mais ce n'est pas suffisant. Et j'ai toujours plaisir à dire qu'une infrastructure, c'est le début de la transformation numérique. Sans cette infrastructure, par contre, ce n'est pas possible. Donc c'est le paradoxe. C'est-à-dire qu'en fait, il faut d'abord avoir de l'infrastructure pour pouvoir rendre possible cette transformation digitale. Mais si on s'arrête à cette infrastructure, eh bien, rien n'est fait. Donc c'est vraiment cette combinaison entre la politique d'aménagement numérique qui débarre par les socles, on va dire, les sous-bassements infrastructurels, et puis la politique à la fois du développement des usages et des services. Développement des usages et des services numériques, un point important de ce SDAN. Un SDAN, c'est un schéma d'aménagement numérique, c'est un schéma de spatialisation des infrastructures, des investissements publics et privés, et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a voulu qu'il y ait un volet usages et services numériques, et donc on s'inscrit bien là dans la loi sur la fracture numérique qui demande au territoire de mettre en place des SDAN pour commencer à planifier, en lien avec les opérateurs présents sur les territoires, quels sont les investissements stratégiques à porter à l'horizon de 3 ans, 5 ans, 10 ans. En fait, le schéma directeur d'aménagement numérique s'inscrit dans un cadre légal au niveau national qui ouvre l'accès à des mécanismes de soutien dont Stéphane Artano a été un peu un précurseur, puisqu'avant même que les schémas d'aménagement numérique soient mis en place au niveau national, vous aviez préparé des dossiers un peu en amont de la loi qui a permis ensuite la mise en place du plan France Très Haut Débit. Et donc le schéma directeur dans votre cas arrive un peu alors que vous avez déjà obtenu le soutien, mais qui d'une certaine manière est indispensable pour la suite. C'est-à-dire que si vous voulez avoir d'autres mécanismes de soutien qui vont relayer ces premières on va dire aides, eh bien il faut passer par ce schéma directeur d'aménagement numérique qui est à la fois un exercice un peu comme en patinage artistique imposé, mais il y a des figures libres que vous pouvez vous donner, et ces figures libres, c'est effectivement toute cette dimension d'usage-service qui vient au-dessus. Et donc avec les élus de la collectivité territoriale, on a décidé de construire le SDAN autour de trois volets, qui est renforcer la couverture haut et très haut débit, mobile et fixe, et on reviendra dessus sur les définitions de ce qu'est le haut et le très haut débit fixe et mobile, et puis développer l'hébergement local, sur un territoire, et tout à l'heure Bernard Briand l'évoquait, quelle serait la start-up ou l'entreprise innovante qui viendrait s'il n'y avait pas du haut débit ou du très haut débit connecté à un réseau optique mondial, et en même temps, comment on viendrait sur un territoire si on ne peut pas héberger ses applications et services et serveurs. Et puis le dernier volet sera le volet, effectivement, accélérer la transformation du territoire pour passer à une économie de l'innovation. Donc ces 3 volets seront les axes directeurs du futur schéma directeur territorial d'aménagement numérique, le SDTAN, qui est un peu compliqué à prononcer, et puis on va rentrer tout de suite dans les définitions. Alors, il y a quelques années, parce que peut-être pas l'air comme ça, mais j'ai quelques années derrière moi, il y a quelques années, on me demandait, dans les années 90, mais c'est quoi le haut débit ? Alors, à l'époque, je me plaisais à dire, écoutez, il n'y a pas de définition, parce que l'Académie française n'est pas encore arrivée à la lettre H dans le dictionnaire. Depuis, l'Académie a travaillé, mais surtout, nos régulateurs, nos administrations, etc., ont voulu donner des définitions. Et d'une certaine manière, c'est une bonne chose, mais en même temps, excusez-moi du propos, mais c'est un peu chercher à enfermer une cible mouvante dans une boîte, alors que c'est quelque chose qui, par nature, a une définition qui n'est pas stable. Moi, à l'époque, début des années 2000, ce que je rappelais toujours dans les projets sur lesquels je travaillais, c'est que la première notion fondamentale, c'est de passer de la connexion discontinue à la connexion continue. C'est-à-dire, en fait, vous savez, c'est un peu comme l'eau qu'on allait chercher au puits, et puis à un moment donné, il y a eu l'adduction d'eau, on tourne le robinet, l'eau coule, c'est magnifique, et puis même, on n'a même plus besoin de tourner le robinet, il y a la machine à laver qui prend de l'eau, qui lave, et qui rejette l'eau, on ne la voit même plus. Bon, eh bien, le haut débit, première étape, c'est déjà d'avoir cette capacité fluide, d'avoir un service de connexion qui vous permet de manière permanente d'avoir ce flux qui arrive et qui repart et qui vous délivre des services nouveaux, des innovations, la machine à laver la vaisselle, la machine à laver le linge, etc., sans que vous ayez besoin de vous soucier d'aller le chercher. Et donc, du coup, ça libère la créativité et les nouveaux usages.
pour la technologie d'innovation numérique, l'accès numérique, c'est exactement pareil. Si vous êtes en permanence en train de vous dire « Ah oui, mais je ne suis pas connecté », déjà, premier problème. Ensuite, « Ah oui, mais c'est des gouttes à gouttes que je reçois, donc il faut que je fasse attention ». Ici, on en est le bon exemple. Ce matin, vous ne pouvez pas vous connecter pour tweeter, hein. Cherchez pas. Donc en fait, on est dans une situation où il faut déjà basculer du mode discontinu au mode continu. Première étape. Deuxième étape, il faut passer de la ressource rare à l'abondance, au sens disponibilité de la ressource, qui va créer finalement une certaine forme de créativité qui n'est pas contrainte par le flux aussi bien descendant que montant. Donc, encore une fois, vouloir mettre des niveaux de débit, ce n'est pas nécessairement un bon indicateur. Pour autant, bon, on l'a, je vais y revenir dans une seconde, mais c'est pour ça que je voulais vous amener cette réflexion. Donc déjà, la connectivité permanente. Deuxièmement, la latence, c'est en fait le temps réel. Moi, si effectivement on me dit j'ai une autoroute qui a 25 voies, mais vous pouvez rouler à 30 km/h, c'est pas pareil que si vous avez une autoroute à 2 voies et vous pouvez rouler dessus à 1000 km/h. Alors bien sûr, s'il y a des embouteillages, c'est embêtant. Vous ne pouvez pas rouler vite. Donc il faut avoir la largeur de bande et aussi les vitesses. Donc, deuxième notion, c'est d'avoir la capacité d'avoir cette vitesse, ce temps de latence, comme on l'appelle. Par exemple, le satellite pose des problèmes parce que vous avez un signal qui monte, qui redescend, qui fait à peu près, on va dire, 38 000 km montée, 38 000 km descendre, remontée, redescente. En gros, vous avez fait à peu près 160 000 km pour faire un échange simple. 160 000 km, ça fait 4 fois le tour de la Terre. Si on considère que la fibre optique ou le signal radio va à peu près à la même vitesse, vous voyez que le satellite, en temps de latence, est beaucoup plus lent qu'une fibre optique terrestre, parce que faire 4 fois le tour de la Terre avec une fibre optique, il ne faut pas être performant en termes de cheminement pour faire mieux. Hein, vous voyez, vous imaginez bien. Donc c'est pour dire que la latence par la fibre optique est nettement plus faible que par d'autres technologies, que ce soit radio terrestre ou radio satellitaire, a fortiori. Donc ça, c'est la deuxième notion qui est importante, le temps réel. La troisième notion, c'est celle qu'on met en avant beaucoup plus que le reste, c'est le débit, c'est la largeur des routes, ce que j'ai dit tout à l'heure, combien j'ai de voies simultanées. Alors elle est importante, évidemment, mais elle n'est pas toujours la plus importante. Voilà. C'était juste pour vous dire que finalement, c'est ces combinaisons de connectivité permanente, de temps réel et de largeur de bande qui vont faire que finalement la ressource chez vous sera plus ou moins, on va dire, facile à mobiliser. Et puis il y a une dernière notion qui est importante, c'est bien d'avoir des routes où les véhicules peuvent rouler vite, etc. Mais si le prix de l'énergie ou du pétrole que je dois mettre dans le moteur de mon véhicule, il me coûte une fortune, vous savez, c'est le Concorde. On invente l'avion le plus rapide du monde, puis le jour où il commence à se développer commercialement, on a le crack pétrolier, enfin le crack, l'augmentation du prix du pétrole, et à ce moment-là, l'avion, ben, il ne se vend plus. Et ben, là, c'est pareil. Si vous avez de la bande passante super bonne à Saint-Pierre-et-Miquelon, et que le prix, il n'est pas du tout compétitif, vous ne développerez rien. Parce que ce n'est pas du tout accessible. Donc il faut aussi cette quatrième notion, qui est d'avoir une compétitivité dans l'accès à la bande passante, à la ressource. Voilà. Donc ici, vous avez une notion qui part, on va dire, depuis 5 ans, on va dire, la notion de haut débit définie par l'État français, et puis l'Europe, c'était de dire quelque chose qui est supérieur à 512 kilobits par seconde, c'est du haut débit, au-delà de 512 kilobits par seconde. Bon, on peut avoir d'autres définitions ailleurs dans le monde. Après, on est arrivé à des notions, alors je vais sauter des étapes, de bon débit. Vous voyez déjà la nuance sémantique, haut débit, bon débit. Le bon débit en 2017, ce n'est pas le bon débit en 2010 et ce n'est pas le bon débit en 2020. Ce que je me plais à rappeler, on discute souvent, c'est que les premières pages web qui ont été créées, donc 1994, vous voyez, c'était les préhistoires, quand on explique ça à nos enfants, on se dit, ça existait le monde avant Internet? Oui, ça existait un peu. Bon, donc 1994, une page Internet, ça faisait 14 kilo-octets. 14 kilo-octets. Aujourd'hui, une page moyenne, la page moyenne des 1000 premiers sites web au monde, comme ça qu'ils font les moyennes aujourd'hui. Aujourd'hui, une page moyenne, ça pèse un peu plus de 3,5 mégaoctets, une page moyenne. Vous voyez, 14K, 3,5 mégas, juste pour pouvoir accéder à l'information. Je ne parle pas de faire du streaming, etc., etc. Donc vous voyez que, évidemment, la notion de bon débit en 1994
appliqué en 2018 n'a plus de sens, puisque entre-temps, le référentiel de consultation des contenus s'est tellement enrichi que vous ne pourriez même plus vous connecter à une page de base. Bon. Donc, il faut en permanence se projeter sur l'évolution de cette notion de bon débit. C'est pour ça que la définition elle-même, parfois, mérisse le poil. Mais bon, peu importe, puisqu'on a des autorités supérieures qui ont décidé que le bon débit, c'était entre 8 mégas et 30 mégas. C'est une bonne chose, ça donne un indicateur. Et puis, on considère aujourd'hui que le très haut débit, c'est un truc qui fait plus de 30 mégas et qui va plutôt taper vers les 100 mégas. Alors, il y a une notion que j'ai volontairement pas abordée jusqu'à ce point, c'est en fait de quoi on parle quand on parle de 30 mégas ou de 20 mégas ou de 8 mégas, etc. On parle du débit download. Alors je précise, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous êtes connecté à un réseau, sans paraphraser Marshall McLuhan, vous aviez à une époque des spectateurs froids qui regardaient un média chaud. Vous savez, c'est en gros, vous étiez devant votre télé assis dans un canapé et puis vous receviez le média, l'information, qui en fait fait du download. La télévision, c'est du download, si vous voulez. Vous interagissez pas avec la télé, sauf quand vous zappez pour changer de chaîne. L'upload, c'est que vous envoyez aux médias une information. Donc, historiquement, on est dans un média qui est plutôt des flux descendants, point barre. Et puis, donc, ensuite, on a inventé le upload avec la télématique, par exemple le Minitel, etc. On commence à envoyer quelques caractères vers le haut. Mais il y a toujours eu une asymétrie historique entre le média chaud et le spectateur froid. Ce que disait McLuhan, il disait un jour on va passer donc d'une société de médias chauds aux spectateurs froids à une société de médias froids avec des spectateurs chauds. On y est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société du réseau social, elle émet beaucoup plus de contenu, finalement, qu'elle n'en reçoit quand elle a la possibilité. Donc en fait, on est dans une interaction permanente et on envoie des photos, des vidéos, du Facebook Live en ce moment, qui pèse beaucoup plus en montée qu'en descente, en tout cas de plus en plus. Donc cette notion qui est en fait une sorte de rémanence de l'histoire fait qu'on est plutôt toujours dans une démarche de débit descendant plus faible que débit montant. Mais c'est une vision qui va progressivement s'atténuer. Or, dans les notions de définition, quand on dit 30 mégas, c'est du débit descendant, ce n'est pas du débit montant. Quand on dit 100 mégas, c'est du débit descendant et pas montant. Et dans le débit montant, on a une exigence qui est moindre. En général, c'est un facteur de 1 à 10. Vous voyez ? Donc ça veut dire qu'il va y avoir une transformation vers la symétrie des flux, notamment dans le domaine professionnel, où là, ça n'a pas de sens, parce qu'une entreprise, quand elle communique, elle envoie parfois autant ce qu'elle reçoit, voire même plus. Et les besoins d'interconnexion entre des bâtiments, il n'y a pas de raison que le bâtiment A émette plus de données vers le bâtiment B que l'inverse dans l'absolu. Donc en fait, on voit bien que cette définition n'est pas universelle. Elle donne un référentiel, elle vise à fixer une politique globale, mais elle laisse plein de choses dans le radar, dans l'ombre du radar. Et on en reparlera tout à l'heure. Ça veut dire qu'on ne peut pas se satisfaire en se disant mais finalement, c'est bon, chez nous, on est au-dessus de 30 mégas, il n'y a rien à faire, passez à la question suivante. Voilà. C'était ce que je voulais apporter comme conclusion à cette page-là. C'était un peu long, mais c'est important de bien comprendre parce que, vous savez, souvent, le thermomètre, c'est un indicateur qu'on regarde, puis on se dit, ça va ou ça va pas. Et quand ça va pas, des fois, on dit c'est le thermomètre, on le casse, comme ça, c'est plus simple. Ou alors, on a tendance à regarder qu'une partie de l'indicateur. Donc, c'est important d'avoir en tête que ces notions, ces indicateurs, sont partiels et n'apportent pas la réponse à tout l'enjeu qu'il y a derrière cette transformation digitale. Donc vous voyez la notion de la connexion permanente, du temps réel, le débit avec l'upload, le download, et aussi la question du prix. C'est ces notions-là qu'il faut vous reteniez, je pense, qui sont les plus importantes. Et donc, sur Saint-Pierre-et-Miquelon, spectateurs chauds ou froids, la réponse est évidemment des spectateurs très chauds, puisqu'on a monté un questionnaire en ligne dont vous avez été nombreux à répondre. Et quand on regarde les chiffres, et pardon pour l'image, mais regardez les différentiels entre Saint-Pierre-et-Miquelon et la métropole. En termes d'équipement, vous êtes à plus de 85% d'équipement sur les foyers. Vous avez 3 points de plus que la métropole. Au niveau des smartphones, 86%, 4 points de plus que la métropole. Et quand on va dans le détail, vous avez au moins un smartphone, voire 3 par répondant. Après, même chose sur les tablettes. Avec Stéphane Leluxe, on voyage avec une tablette, un smartphone, un ordinateur, voire 3 tablettes en fonction de nos usages personnels, professionnels. Et donc vous êtes
sur Saint-Pierre-et-Miquelon dans cette dynamique. Et quand on pose la question aujourd'hui en 2018 par rapport à l'enquête que vous aviez fait en 2009, effectivement, on voit bien l'accélération de l'équipement des foyers, la collectivité territoriale le mesure aussi, elle a des indicateurs, mais aujourd'hui quand on pose la question de est-ce qu'on vous êtes satisfait de la qualité de l'accès Internet, la réponse est oui. Par rapport à 2009, il y a une vraie, on va dire une vraie amélioration du service apporté sur Internet. Et pour autant, demain, à 2022-2025, comment le territoire va se positionner quand vous avez autant d'équipements qui se développent? Et lorsqu'on regarde les usages, toujours le différentiel avec ce qu'on peut constater en métropole, vous êtes sur des ratios, 98% déclarent se connecter tous les jours, contre 74% en métropole. Vous avez une hyperactivité sur les réseaux sociaux. Vous le savez, il y a plus de 4000 comptes actifs sur ce petit territoire. Donc tous ces éléments font que ce territoire est totalement dans la société du numérique et l'instantanéité qui demande demain de plus en plus de débit. Quand on aura la télévision à très haut débit, la 4K et au-delà, quand vous allez commencer à multiplier les Facebook Live avec du vrai débit, vous allez saturer vos réseaux parce que toutes ces personnes sont des émetteurs. Et puis quand on revient sur l'administration et les démarches en ligne, mais vous retrouvez des taux de satisfaction et d'utilisation de l'Internet qui est extrêmement élevé. Quand on a interrogé donc les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon sur quels sont les services administratifs que vous jugez utiles, très utiles ou indispensables, vous voyez qu'à 90% c'était d'obtenir des informations périscolaires, culturelles ou sportives. On pourrait se dire sur un petit territoire, je n'ai pas besoin de passer par les réseaux numériques pour savoir quelle est la programmation de cette salle, qu'est-ce qui se passe au Francoforum ou dans les équipements sportifs de l'archipel. Et pour autant, vous êtes dans une dynamique, comme dans toutes les villes et les grandes villes, où on utilise les réseaux. Et donc, vous voyez quelques chiffres qui sont assez significatifs sur les démarches en ligne, et notamment sur l'urbanisme. Honnêtement, on ne va pas à la mairie ou à la collectivité territoriale prendre un ticket et attendre 2 heures dans le hall d'accueil le temps qu'on s'occupe de nous. Donc, vous avez bien là, finalement, une nécessité de simplifier votre vie au quotidien en faisant les démarches quand vous le voulez, au moment où vous le voulez. Et donc on est sur une dynamique finalement de société, de territoire intelligent, de ville intelligente. Donc aujourd'hui, des infrastructures, des usages très très avancés, une consommation de services numériques. Vous le voyez sur la fiscalité, vous êtes beaucoup plus qu'en métropole à utiliser la déclaration en ligne. Et même s'il y a des personnes qui sont au bout du chemin ou dans la longue traîne, comme on l'appelait à l'époque de la fracture numérique dans les années 95, mais vous avez une solidarité sur ce territoire où je suis persuadé que certains vont aider leurs aînés à faire leur déclaration en ligne. Et donc on retrouve ces taux extrêmement élevés, et donc ça va nous amener à rentrer un petit peu plus dans la définition de quelles sont les infrastructures dont vous avez besoin demain pour accompagner ce développement et votre ambition de faire de Saint-Pierre-et-Miquelon un lieu où on vient créer son entreprise, où on revient travailler quand on est parti aux études. Et donc c'est la dynamique de développement que tous les territoires qui ont décidé de rentrer dans le numérique se sont inscrits, et plus qu'ailleurs sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, il y a effectivement toute cette dynamique des usages et de l'appropriation par la population et les entreprises. Tout ça s'est permis parce qu'il y a historiquement, vous avez la chance d'avoir une infrastructure de qualité qui a été développée au cours des années, notamment 80 puis 90, dans le cadre du monopole, que ce soit le monopole du téléphone, puis du câble de fait, puis ensuite avec la montée en débit du service d'Internet par le câble. Donc ça, c'est ce qui est aujourd'hui dans l'entité SPM Télécom. Donc c'est un peu on va dire, le patrimoine historique du territoire. En termes d'infrastructure de télécommunication, il y a eu depuis quelques on va dire 5 ans, donc une entité qui est venue s'implanter pour pouvoir développer d'autres services en compétition. Très honnêtement, on n'était pas du tout, moi quand j'ai travaillé les premières années ici, pas du tout convaincu qu'il y avait la place pour une dynamique concurrentielle d'infrastructure. Bon, on voit qu'en tout cas elle existe aujourd'hui. Ce qui est important, en fait, c'est, j'appelais tout à l'heure la compétitivité des services
il faut s'assurer qu'avec les revenus que les usagers ici acceptent de consacrer dans leur on va dire, dépenses moyennes mensuelles aux télécoms, que le niveau de service va continuer à progresser. Une des ambitions, je me souviens, la première discussion qu'on avait il y a quelques années avec Stéphane Artano, c'était finalement à budget constant, comment on fait pour améliorer les services en permanence. Le but étant pas de faire une guerre des prix, parce que si on a une guerre des prix, finalement, on dégrade la capacité de réinvestir dans les réseaux, et on est dans un métier de CAPEX, pour parler en anglo-saxon, enfin d'investissement. Les télécommunications, c'est des gros investissements amortis sur la durée, et qui, en fait, ne sont pas tellement facteurs du nombre d'usages. C'est ainsi fait. Donc, si vous avez une infrastructure, et puis que finalement, elle n'est pas utilisée, elle coûte autant que si elle est fortement utilisée. Donc autant faire des infrastructures à forte capacité qui vont tirer les usages vers le haut. Mais pour ça, il faut une dynamique de l'offre. Et donc on va voir dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, comment cette dynamique va s'inscrire. Mais c'est vrai que l'arrivée du câble sous-marin est un accélérateur du marché. Mais ce n'est pas suffisant. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va y revenir. En fait, bon, oui, on peut faire effectivement un point sur le câble sous-marin. Bon, le contexte géographique, vous le connaissez 1000 fois mieux que nous le connaissons, Manuel et moi. Mais en termes de câble sous-marin, on voit bien qu'il se passe des choses, notamment du côté d'Halifax, qui est, vous le savez, c'est le premier port par lequel le premier câble transatlantique a été déployé au 19e siècle. Et il y a une belle plaque sur l'arbor d'Halifax pour le rappeler. Donc ça reste une des destinations phares au niveau mondial des grands câbles. Mais le problème, c'est que Halifax-Saint-Pierre, je ne vous fais pas de dessin, c'est pas la porte à côté. Et donc, malgré cela, vous êtes plus voisin, évidemment, de Terre-Neuve, qui lui-même n'est pas l'endroit le plus connecté au monde par les infrastructures, y compris de télécommunications. Et donc, votre, on va dire, isolement est double. Il est à la fois géographique, mais enfin, il est aussi en termes d'infrastructure. Et cette arrivée de câbles sous-marins tel qu'il a été conçu, je ne veux pas le détailler, mais il a un sens bien particulier. On aurait pu imaginer, finalement, une connexion, notamment de Saint-Pierre, directement avec Newfoundland, enfin avec Terre-Neuve, et puis le reste, on gardait des connexions, on va dire, radio, pourquoi pas, etc., etc. Ce qui a été mis en place là, comme architecture, ça a deux autres vertus. C'est que d'une part, bon, c'est sécurisé physiquement, mais surtout, il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le fait qu'on va rapprocher Saint-Pierre et Miquelon en termes de connectivité très haut débit. Et ce que j'évoquais tout à l'heure sur la connexion permanente, la latence, c'est-à-dire le temps réel, le débit et le prix, eh bien, par ce câble sous-marin, vous avez les conditions idéales pour faire qu'il n'y ait plus de distance entre Saint-Pierre et Miquelon. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une unicité en termes géographiques numériques des deux îles qui n'a jamais existé. Autrement dit, je ne me mets pas à la place des opérateurs, mais demain, on peut imaginer qu'il n'y ait absolument aucune distinction entre deux bâtiments interconnectés à Saint-Pierre et un bâtiment de Saint-Pierre connecté à Miquelon, en termes de prix, en termes de qualité de service. Et donc vous pourriez considérer demain que vous allez avoir à l'hôpital de Saint-Pierre une connexion avec son antenne de Miquelon, comme si c'était la chambre qui est juste à l'étage, au premier étage. Et les discussions que j'avais avec la direction des techniques de l'hôpital en mois de juin dernier, c'est-à-dire nous on a besoin de 1 gigabit pour chaque application entre l'hôpital de Saint-Pierre et Miquelon. Vous voyez, on parle de 1 gigabit, on ne parle plus des 30 mégas tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont du matériel, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'hôpital ici, mais qui, en standard, fonctionne en gigabit. Donc, ce n'est pas tellement parce qu'ils veulent consommer plein de bandes passantes, parce que tout simplement, les standards applicatifs qui sont en train de se développer dans le monde sont comme ça. Et donc, si je veux monitorer une grossesse à distance ou des maladies cardiovasculaires sans déplacer le patient ou la femme enceinte, eh bien, le seul moyen de le faire, c'est d'avoir une connexion fibre optique entre les deux qui me permettent, avec un coût quasiment nul, je dis quasiment nul, qui n'est pas lié au flux que je vais consommer, eh bien, d'avoir ce service. Et donc, pour illustrer très concrètement, on voit qu'on a, en fait, finalement, derrière ce câble sous-marin,
deux dimensions qui se cachent. Il y a évidemment la dimension de la connexion avec le reste du monde, mais aussi avec Terre-Neuve, qu'il ne faut pas négliger, donc cette première dimension géographique régionale, et puis la dimension locale, intra-archipel. Or, moi j'ai la faiblesse de croire que c'est là où la première transformation digitale la plus importante va se produire dans votre quotidien dans les prochaines années. Ça va bouleverser la façon de travailler. Autre exemple, vous parliez tout à l'heure de l'interview de SPM première, je crois. Eh bien, aujourd'hui, vous devez envoyer un journaliste pour faire une interview à Miquelon, puis des fois les avions ne permettent pas de le faire, etc., etc. Vous pouvez gérer un studio à distance avec la fibre optique et donc faire vos interviews sans avoir des problématiques de déplacement. La même chose pour l'aérodrome de Miquelon, il y a un projet de tour virtuelle à la DGAC qui est de permettre la gestion de tout temps de l'atterrissage des collèges depuis Miquelon sans avoir du personnel sur place pour pouvoir avoir en télémesure, en vidéo, etc., la prise en main à distance de l'aérodrome. Donc il va y avoir une multiplication d'applications et je dirais même d'une certaine manière ce qui fait votre point faible, votre isolement, votre insularité multiple, etc., devient un terrain de jeu pour des expérimentations. Alors, le terme jeu, il faut le prendre positivement, vous n'êtes pas des cobayes, mais vous êtes au contraire éventuellement des artisans d'une certaine forme d'innovation qui vont pouvoir être exportables ailleurs. Donc vous avez plein de domaines, on y reviendra avec Manuel, y compris cet après-midi dans les ateliers, où vous pouvez être, et il faut trouver ces domaines ensemble, qui peuvent être des domaines de compétences ou de spécificité de votre territoire pour pouvoir aller utiliser cette transformation digitale comme un levier, une force et pas une faiblesse. Bon, je ne vais pas revenir sur toutes les technologies s'il y a des questions, mais on voit qu'il y a plein de technologies, mais si on voulait retenir deux idées simples, c'est qu'il y a deux univers qui avancent en parallèle et qui sont complémentaires. D'un côté, les réseaux fixes, avec la fibre optique qui domine et qui va dominer durablement, et de l'autre côté, les réseaux mobiles, et qui ne sont pas concurrents, mais qui sont complètement complémentaires. Les réseaux mobiles, aujourd'hui ici, vous le savez bien, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, on n'a pas de data mobile, on a du Wi-Fi, mais on n'a pas de data mobile digne de ce nom, parce qu'il n'y a pas eu de 3G. Alors, il n'y a pas eu de 3G, non pas parce que les opérateurs sont méchants et qu'ils ne veulent pas vous l'offrir, je pourrais vous l'expliquer en faisant très court. En gros, un réseau 3G, ça nécessite un cœur de réseau qui coûte très cher et qui, à l'échelle d'un territoire comme Saint-Pierre et Miquelon, c'est juste un truc qui n'est pas amortissable. Et en termes d'architecture de réseau, c'est un truc un peu affreux. Donc, du coup, les nouvelles générations 4G puis futures 5G, qui sont des réseaux en termes d'architecture et de complexité de cœur de réseau beaucoup plus simples, ils vont pouvoir être implémentés. Et en plus, avec des niveaux de service de data mobile qui sont très, très élevés par rapport à ce qu'on pouvait faire en 3G. Vous savez, pour la petite histoire, qu'il y a plein d'opérateurs dans le monde. À un moment donné, quand ils ont commencé à démarrer la 3G, la 4G commençait à être designée, ils se sont dit, est-ce qu'on déploie la 3G? Donc voilà, c'est juste pour fermer la parenthèse, mais pour dire que vous allez faire un saut, je travaille beaucoup dans les pays émergents, vous allez faire un leapfrog, vous allez faire un saut technologique. Le problème, c'est que le temps est long. Mais c'est vrai que quand vous allez avoir la 4G dans les prochaines années, vous allez donc avoir d'un côté du très haut débit fixe, du très haut débit mobile, et vous allez avoir des comportements et des usages et des services qui vont vraiment se développer d'une manière totalement différente. C'est vrai qu'aujourd'hui, les parcours automobiles dans Saint-Pierre-et-Miquelon, ce n'est pas ceux de Paris ou de la banlieue de Los Angeles. C'est sûr que vous ne passez pas des heures dans votre voiture à vous lamenter, donc vous n'avez pas les mêmes besoins. Mais pour autant, les objets connectés arrivent, ici aussi comme ailleurs. Et puis la connexion permanente, je reviens sur ma notion de connectivité permanente. Avant, c'était à la maison, mon robinet, là. Mais sauf que ça va être aussi dans votre voiture, quand vous allez marcher dans la rue. Alors on me dirait, c'est un bien et un mal, hein. Mais après, c'est comme toutes les innovations, il faut savoir bien s'en servir. Mais vous allez avoir cette connectivité permanente qui va venir avec le mobile d'un côté. Et de l'autre côté, la deuxième dimension, sur le fixe, c'est la tendance mondiale qui est de dire on va amener la fibre optique jusqu'à l'usager, partout où on peut. Et là-dessus, il n'y a pas de débat. Alors après, il peut y avoir on peut vous raconter des choses, on peut vous dire des trucs. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de débat. La fibre optique est en train de progresser par étapes successives jusqu'au point fixe, que ce soit entreprise ou foyer. Point. Tout autre discours, c'est simplement, quand c'est économiquement rentable. Or ici, on y reviendra, vous êtes dans un habitat qui est relativement dense, sur des étendues qui sont relativement limitées. Il n'y a aucune raison que dans des années prochaines, on passe à la fibre optique jusqu'à l'ensemble du bâti. Il faut savoir qu'à Saint-Barth, c'est 2022, je crois, l'échéance, fibre optique partout.
en Martinique 2022, je crois aussi, à La Réunion 2020, pour prendre des territoires ultramarins français. Donc vous voyez, la fibre optique pour tous, ce n'est pas un fantasme ailleurs, c'est véritablement un mouvement de fond qui est en train de s'inscrire. On pourra revenir, si vous avez des questions, sur les raisons pour lesquelles la fibre optique s'imposera dans le fixe, là où c'est possible, mais il faut l'avoir en tête comme marqueur. Et puis de l'autre côté, 4G puis 5G. La différence entre la 4G et la 5G, si j'ai encore 30 secondes là-dessus, c'est que vous allez me dire, mais pourquoi on va arriver à la 4G, puis aussitôt, boum, on va passer à 5G. Vraiment, les industriels sont des créatifs extraordinaires pour pouvoir vendre du matériel. Oui, c'est pas faux, mais il y a aussi un autre truc. C'est que vous avez peut-être remarqué, on parle de plus en plus d'Internet des objets. Alors, Internet des objets, c'est un truc, en gros, c'est tous ces petits objets, des capteurs, des compteurs, etc. etc. Alors, je ne vous donne pas les chiffres précis, parce qu'on ne les a pas, mais en gros, en fonction des constructeurs, soit Cisco, IBM, d'autres, etc., qui vous donnent des statistiques, on dit qu'il y a entre 20 et 30 milliards d'objets connectés dans le monde aujourd'hui. Certains disent qu'on va passer à 50, voire 5 millions, enfin peu importe. Le seul truc qu'il faut retenir, c'est que depuis à peu près 3-4 ans, il y a plus d'objets connectés dans le monde que d'humains connectés. On a passé ce cap il y a déjà quelques années. Et devant nous, on va aller vers un nombre qu'on ne sait pas en fait, des centaines de milliards d'objets connectés dans les 10 ans qui viennent. Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est la différence entre la 4G et la 5G. La 4G, ça reste un outil fait pour les humains qui se déplacent et qui ne sont pas en permanence au même endroit. Parce que l'humain, vous avez remarqué, il y a une caractéristique, c'est qu'il a la bougeotte. D'ailleurs, moi, vous voyez, je bouge. Donc, comme j'ai la bougeotte, il faut en permanence que l'antenne arrive à me capter pour savoir où je suis et dire « Ah, Stéphane Leluxe, il est là, c'est l'antenne qui est à tel endroit qui est la mieux placée pour communiquer. » Puis après, 1 heure après, je ne suis plus là, je suis ailleurs. Ah ben non, c'est plus la même antenne, c'en est une autre. Donc, en fait, le réseau passe son temps à vous localiser pour essayer de voir si l'antenne auquel il vous raccorde, c'est la bonne. Et éventuellement, vous mettre sur une autre antenne. Et ça se fait chaque seconde dans votre poche, sans que vous le sachiez. Ça, c'est des technologies qu'on va avoir jusqu'à la 4G qui sont faites comme ça. À partir de la 5G, on va avoir un autre truc, c'est que vous avez remarqué, un compteur, ça n'a pas la bougeotte d'un humain. Donc un compteur qui est mis dans le sol pour compter combien vous consommez d'eau, de gaz, d'électricité, etc., toute sa vie, il est au même endroit. Or, si on le connecte, est-ce qu'on va mettre dans les protocoles informatiques et radio un truc qui va dire, d'y voir le compteur, est-ce que tu es toujours au même endroit, toutes les secondes, pendant sa durée de vie? Vous imaginez bien que ça a des conséquences en termes de lignes de code, de consommation d'énergie, de consommation de bande passante. Donc, c'est no way, ça n'a pas d'intérêt. Ça veut dire qu'une fois qu'on sait où il est, ça ne bouge plus. Donc, il faut mettre un protocole qui va consommer moins d'énergie, moins de bande passante, moins de ressources de fréquence. Par contre, il a une autre caractéristique, c'est qu'à la différence de l'humain, en tout cas quand il est vivant, il n'est pas sous terre, l'humain, alors que en général, les capteurs, les compteurs, il y en a sous terre. Donc, il faut utiliser des fréquences qui permettent de pénétrer mieux le sol. Donc, c'est ça la 5G demain. C'est le mariage entre des communications pour des objets qui peuvent être des voitures, des objets fixes, des objets mobiles et des humains qui vont consommer de plus en plus de bandes passantes et des objets qui peuvent connecter éventuellement de manière fixe ou mobile aussi, mais avec des besoins de débit qui ne sont peut-être pas des besoins très élevés, mais qui peuvent avoir des fréquences très élevées. Par exemple, remonter une pression, remonter une température, etc., etc., etc. Voilà. Donc c'est ça en fait le passage de la 4G à la 5G. Et pourquoi il y aura une course-poursuite entre la 4G et la 5G alors qu'on n'a pas encore déployé la 4G? Parce que tout simplement les industriels, ils n'aiment pas la concurrence et qu'il y a plein d'acteurs qui sont en train de développer des technologies uniquement dédiées à l'objet connecté. Vous entendez peut-être parler de Sigfox, de LoRa, Zigbee et tout ça, tous ces trucs-là. Ils développent des réseaux qui sont dédiés aux objets connectés. Eh bien, il y a des industriels qui ont dit, attendez, on ne va pas faire un réseau pour les objets connectés, un réseau pour les humains connectés. On va faire un réseau qui va faire tout. Et ça, c'est la 5G. Voilà. Donc, vous compreniez ce basculement qui va se faire. 4G, c'est l'amélioration de la bande passante très haut débit pour l'humain, on va dire d'une certaine manière. Et puis la 5G, ça va être la combinaison entre les réseaux pour les objets connectés et les humains connectés. Voilà. C'est ce qui va se passer d'ici 2025, probablement ici comme ailleurs. Donc avec une première étape 4G, puis peut-être une deuxième étape 5G. Et la caractéristique de la 4G et de la 5G, c'est qu'on va amener la fibre optique jusqu'aux antennes. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, les antennes sont toutes raccordées en fibre optique pour pouvoir permettre ce service. Donc finalement, vous voyez, dans la radio, il y a de la fibre aussi derrière. On retrouve notre fibre optique. Donc les différentes strates, transit international, ça c'est les câbles sous-marins.
avec l'interconnexion qui doit être assurée par les opérateurs eux-mêmes, qui achètent la bande passante à certains endroits et qui échangent du trafic, un peu comme dans des ports où on s'échange des marchandises. Là, on échange de la donnée du transit, on appelle ça du transit IP. Il y a la collecte entre les archipels, enfin au sein de l'archipel, j'en ai parlé il y a quelques minutes sur l'extrême transformation que ça va opérer. Et je pense que personne dans cette salle n'imagine, pas moi-même, ce que ça va bouleverser l'arrivée de cette fibre optique entre Saint-Pierre et Miquelon. On pourra en parler dans 5 ans, je pense que ça sera intéressant. Vous verrez à quel point ça aura transformé les relations. Et puis, vous allez aussi avoir à l'intérieur du territoire, je disais tout à l'heure, il faut amener la fibre optique jusqu'à l'intérieur des sites principaux des opérateurs, que ce soit les opérateurs mobiles, et puis aussi les principaux sites techniques, donc avec les réseaux d'accès locaux, la desserte de fibre optique, que ce soit pour les professionnels ou pour les particuliers. Aujourd'hui, vous avez des technologies hybrides avec coaxial plus fibre optique pour les particuliers, ce qu'on appelle le FTTLA. C'est en fait finalement les ancêtres des réseaux câblés qui ont migré, qui montent en puissance. En fait, en réalité, pour faire simple, c'est le coaxial qui est progressivement remplacé par de la fibre optique qui se rapproche de l'abonné. Donc on enlève progressivement des poches un réseau coaxial, c'est un peu comme une sorte d'arbre qui éclate comme ça. Vous avez une fibre, puis après vous avez un éclatement à partir d'un amplificateur qui part sur des poches. Imaginons par exemple une centaine de foyers qui terminent à partir d'un amplificateur avec derrière du coaxial, c'est du cuivre. Donc on a là des poches qui au départ étaient des grandes poches de plusieurs centaines de foyers, puis on passe à une centaine, puis après quelques dizaines, et puis à terme on va amener la fibre optique quasiment ça c'est l'évolution jusqu'au foyer. Donc ça c'est l'évolution des réseaux câblés, et puis il y a les fibres optiques de bout en bout pour les professionnels ou pour les particuliers qui sont construites, et je l'évoquais pour les autres îles dans les prochaines années. Et puis bon, je faisais l'analogie des routes sur le transport physique, ben c'est exactement pareil. Si on fait un réseau de routes avec des véhicules qui circulent, il faut des stations-service. Des stations où on va stocker, où on va échanger, où on va sécuriser. C'est les data centers. On peut les appeler comme on veut, on peut les appeler des hôtels informatiques, des data centers. Mais il faut avoir des data centers pour partager la gestion de la donnée. Parce qu'en fait, c'est bien beau tout cet univers qui se numérise. Vous en entendez parler en ce moment avec notamment des scandales autour de Facebook et d'autres qui piquent nos données pour en faire commerce. Là-dessus, il y a un adage qui est simple, c'est quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc effectivement, il vaut mieux payer un service. Comme ça, vous avez des droits et des obligations. Quand vous ne payez pas le service, il faut vous dire que quelque part, il y a un truc qui est caché. Donc effectivement, tous ces services gratuits, il faut les regarder avec un certain, on va dire, recul. Donc revenons maintenant à la donnée. La donnée, ça va être produit par tous ces machins, ces capteurs ou ces humains que nous sommes qui allons produire de la donnée, ou ces entreprises. Le problème, c'est qu'on devient digitaux-dépendant. Si demain, je vous coupe le numérique, et malheureusement, notre ami nous pourra nous en parler tout à l'heure, il vient de le vivre à Saint-Barth à 2 occasions. Une, suite à un incident météorologique majeur qui est Irma, et 2, suite à un incident technique d'arrachage de câbles sous-marins par des ancres marines qui ont coupé Saint-Barth complètement pendant plusieurs jours du reste du monde. Alors, quand vous n'aviez pas d'Internet, c'est pas grave. Et quand toute économie devient complètement dépendante d'Internet, c'est un peu embêtant. Mais ça, c'est un exemple. Il n'y a pas que ça. Vous imaginez, vous voyez, je ne vais pas vous donner de nom, mais vous avez une collectivité locale ici qui a un centre informatique à un endroit, et j'espère pour elle que ça ne brûlera jamais. Parce que où sont les sauvegardes? Vous voyez, ça, c'est une question qu'il faut se poser. Où sont les sauvegardes de toutes les entités que vous représentez ici? Alors, il y en a certains qui les ont, il n'y a pas de problème. Il y en a certains qui les ont dans le même bâtiment. C'est déjà pas mal de les avoir, mais dans le même bâtiment, c'est un peu plus embêtant. Il y en a d'autres qui les ont à l'autre bout du monde, en temps réel, c'est très bien. Mais ce n'est pas la loi générale ici. Donc en fait, le problème, c'est déjà de sécuriser vos propres données, d'avoir des backups. Et pour ça, vous avez individuellement, vous n'avez pas la taille critique, probablement, tous, je parle pour la majorité d'entre vous, pour pouvoir gérer ça. C'est là où une station-service, ça vous permet de mutualiser cette notion de sécurité de la donnée
sur le territoire. Et puis, ça a une autre vertu, c'est que moi, si je suis un expatrié de Saint-Pierre-et-Miquelon, vous me rappelez, vous me dites, oh, allez viens, tu as développé un truc en Californie ou à Paris ou je ne sais où, super sympa, viens t'installer, on a créé les conditions pour que tu t'installes. Si je dois créer ma propre salle informatique, construire mes bureaux, former mon personnel, enfin on y reviendra tout à l'heure, évidemment, ça sera un gros frein, même si je suis super motivé pour revenir, imaginons. Si par contre, j'ai la salle informatique disponible, j'ai des locaux pour m'implanter rapidement, facilement, et en plus, vous avez formé du personnel, mais pourquoi je ne viens pas, vous voyez? Donc, le data center, c'est une clé pour pouvoir à la fois renforcer votre sécurité et aussi le niveau de service du numérique ici sur le territoire, et c'est un atout pour attirer les implantations venant de l'extérieur du territoire. Voilà. Donc on y reviendra avec Manuel tout à l'heure. Et donc vous l'avez compris, c'est bien un schéma de développement économique. Donc vous avez vu le volet infra, il est un petit peu compliqué, il est technique, on parle de beaucoup de technologies. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est les 5 piliers. Et finalement, cette flèche rouge, c'est une allégorie, c'est un territoire sans couture, du réseau optique mondial jusqu'à l'usager, qu'il soit mobile ou fixe, particulier ou professionnel. Ça veut dire que derrière mon smartphone, derrière mon bureau, je suis connecté sans couture au réseau optique mondial. Si ce n'est pas sur ce territoire, alors j'irai sur un autre territoire qui est en train de s'organiser. Et on l'a vu, les Outre-mer s'organisent pour être au rendez-vous de 2020 et 2022 sur ces réseaux à très très haut débit. Et donc pour les professionnels, finalement on va résumer, l'entreprise, elle peut avoir des usages très basiques ou très très avancés. Très basiques, c'est sans que ça soit péjoratif, c'est finalement les usages de monsieur et madame tout le monde que je suis quand je rentre chez moi le soir. Voilà, c'est les mêmes pratiques. Et donc effectivement, quand j'ai du haut débit à la maison, pour me connecter, pour aller sur Facebook, pour faire ma déclaration en ligne, pour acheter sur Amazon ou sur un autre site de vente en ligne, quand je suis un artisan, une petite entreprise, ben ces usages, c'est les mêmes qu'un particulier et finalement les débits qu'on me propose sont suffisants. Par contre, quand je suis un acteur qui aujourd'hui, avec de vrais usages avancés, qui se connecte et considérant, pour reprendre les images de Stéphane Lelux tout à l'heure de l'hôpital, finalement ma chambre à l'étage, elle est connectée au rez-de-chaussée, au moteur de l'hôpital, comme pourrait être le centre à Miquelon. Ben pour une entreprise, l'entreprise agile qui est éclatée sur plusieurs sites, qui travaille avec ses sous-traitants, elle envoie des plans, ils reviennent et elle est sans couture. Et donc pour ça, mais finalement, ce territoire, si demain, il souhaite accueillir des entreprises qui sont réellement avancées sur ce type d'usage, il faut leur offrir l'ensemble de la chaîne de valeur que l'on a vue. La connexion au réseau optique mondial, c'est fait, il y a le câble sous-marin qui va être actif. Puis demain, j'ai besoin de la fibre qui arrive jusqu'à mon entreprise. C'est un réseau particulier, dédié, et c'est ce que rappelait Stéphane Lelux tout à l'heure, c'est-à-dire que pour le coup, les débits sont symétriques. J'ai autant de débit dans ce que j'émets que dans ce que je reçois. Et donc, vous voyez des usages qui permettent d'aller demain sur ce qu'on appelle le cloud, des services qui sont hébergés. Je n'ai plus besoin de les avoir à portée de main et physiquement dans mon bâtiment. Et donc, vous avez la question des data centers. Les data centers, vous l'avez étudié ici, vous l'avez évoqué il y a quelques années. Vous étiez certainement un peu trop en avance, parce que le câble sous-marin arrive aujourd'hui, et pour autant, vous l'avez étudié. Vous avez regardé ce qu'était la réalité du marché canadien, vous avez vu des investissements extrêmement importants se faire sur Montréal, et quand on parle de data center à Saint-Pierre-et-Miquelon, on ne parle pas d'un hall de gare, on ne parle pas de l'aéroport de Montréal en termes de surface, on parle d'une salle d'hébergement adaptée au contexte de Saint-Pierre-et-Miquelon, et aujourd'hui, sur une boîte à pizza comme on les appelle, vous imaginez que l'on met plusieurs milliers de clients. Donc quelques dizaines de mètres carrés permettent de faire un hébergement de très très haute valeur ajoutée. Ces services que peuvent apporter les data centers peuvent être très basiques. Depuis, finalement, j'amène mon serveur que j'ai à la mairie, à la collectivité, dans mon association, et je viens l'héberger, ce qu'on appelle de la colocation. C'est 1 mètre carré, je le connecte, il y a une sécurité énergétique, il y a de la climatisation, et puis il y a un accès au débit pour aller sur le réseau mondial. Je peux commencer à héberger mes données, et donc là je vais être sur des serveurs virtuels, et puis avec Stéphane Lelux, nos 2 activités vont être hébergées, et finalement on ne saura pas qu'on est sur la même machine, ça sera totalement étanche, et puis on va rentrer sur
de l'infogérance, et puis ce qu'on appelle voilà, aujourd'hui le cloud computing, ces plateformes de services, où finalement je n'ai pas la compétence, je n'ai pas l'utilité d'avoir la compétence dans mon entreprise, je transfère la gestion de mon écosystème, mon système d'information à un tiers. Alors ça peut être aussi la gestion uniquement de mon backup. Encore une fois, quand on n'est pas nombreux, il faut la jouer collectif. Votre territoire a plein d'atouts, mais il a une caractéristique, et ça, la réalité est à la peau dure, hein, c'est que de toute façon, vous n'êtes pas 10 fois plus. Hein, donc votre taille, si vous prenez un gâteau, vous le coupez déjà en 10, ou en 2 ou en 3, ben, vous êtes déjà un petit gâteau. Donc pour pouvoir créer un effet de levier, il vaut mieux réunir les parts que de les séparer. Donc aujourd'hui, si je dois faire un backup, si chacun fait son backup dans son coin, efficacité nulle. Si chacun doit, par exemple, mettre un groupe électrogène pour assurer un niveau de sécurité en cas de coupure de courant, ce qui est faible ici, hein, vous avez un courant qui est plutôt de bonne qualité par rapport à la moyenne, même nord-américaine. Pour autant, pour arriver à un niveau de sécurité H24, il faut avoir un groupe électrogène. Qui va s'acheter un groupe électrogène? Il y en a sans doute déjà. Enfin bon, après derrière, ça veut dire que tous les mois, il faut faire tourner le groupe électrogène, il faut s'assurer que la cuve elle est bien remplie, qu'on va bien faire les vidanges, les tests, etc., etc. Ça doit tourner, sinon le jour où on a une panne, il ne marche pas le groupe électrogène. C'est comme ça, c'est la loi de l'emmerdement maximum, la loi de Murphy, comme on dit. Donc, la même chose, H24, la panne, elle n'arrive pas le 14 janvier à 11h00 un lundi tranquille. Non, elle arrive, je ne sais pas, le 31 décembre à minuit 04, un week-end évidemment par grand froid où il y a 1 mètre de neige qui est tombé dans la nuit. Et là, comment je m'assure qu'il y a un type qui est bien là, qui a une permanence, qui doit venir, qui sait ce qu'il doit faire, qui a tout un process à dérouler? C'est ça la sécurité informatique, c'est ça la sécurité digitale, et ça nécessite de la mutualisation. Et ce n'est pas de l'improvisation. Ça veut dire que vous devez avoir un niveau de service qui va garantir une continuité. Et ça, et avec derrière des doubles adductions, des systèmes de sécurité, des backups, etc., etc. Bien sûr aussi le contrôle d'accès physique, accessoirement, avec derrière tout un ensemble de mesures de précaution. Vous ne pouvez pas individuellement, tous, vous payer cela. Alors, ça ne veut pas dire que la gendarmerie, que telle ou telle entité ici n'a pas déjà mis en place certaines choses. Hein. Mais évidemment, quand vous êtes Air Saint-Pierre, Max Girardin ou les centres commerciaux comme il y en a ici, comment vous faites votre backup, hein, comment vous assurez votre continuité de service? Et ça, on est dans des situations qui doivent être réfléchies pour être mutualisées. Et je reprends toujours mon image. Si vous arrivez déjà à mettre ensemble des choses, la mairie de Saint-Pierre, la collectivité, etc., vous mettez au pot ça pour pouvoir partager votre ressource, eh bien ça va vous donner un atout pour faire venir d'autres. Puisque vous aurez déjà un seuil minimum d'infrastructures et de ressources et de services qui vont fonctionner grâce à votre écosystème local. Et après, vous allez pouvoir attirer des gens en leur disant « Mais nous, on a déjà le service. Ce n'est pas dans une plaquette papier glacé qui dit « Le jour où vous venez, on va mettre en place le service. » Non, non, il fonctionne le service. Vous voulez héberger au départ une seule boîte à pizza, il n'y a pas de problème, mettez-la. Demain, vous voulez passer à 10, pas de problème. Vous voulez passer à 100, ok, on a encore la place. Vous voulez passer à 1000, attendez, on a une tranche qui est prévue. À côté, on a du foncier. On peut étendre notre data center dans une deuxième tranche pour vous, si vous voulez. On a toute l'équipe qui est prête. Ça mettra peut-être 8 mois ou 12 mois, mais on est prêt. Vous voyez ? Et c'est ça la logique de scalabilité, cette capacité de partir de quelque chose qui fonctionne pour pouvoir l'étendre et attirer, au-delà de votre effet de levier local, public et privé, en mutualisant vos besoins. Et ça, c'est très important. Ce qu'on voudrait, c'est que vous repartiez avec une seule idée, c'est qu'un data center à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est quelque chose de faisable. Pour vous donner 2 chiffres, à l'échelle du Canada, 164 data centers. À l'échelle de la métropole, 194. On n'est pas tout à fait sur les mêmes territoires, ni sur les mêmes populations. Ce qui veut dire que les data centers se développent partout et sont des data centers de proximité. Et dans une insularité comme vous êtes aujourd'hui sur Saint-Pierre-et-Miquelon, et puis finalement une collectivité territoriale, un statut particulier, je suis un investisseur. Je vais certainement prendre l'avion pour venir à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je regarde le président de la CACIMA, je vais immatriculer ma société en ligne. Donc la modernisation de tous les services numériques, la connexion à CFENet va me permettre d'aller très vite immatriculer mon entreprise.
et puis à distance, je vais envoyer mes données sur le data center, et puis je vais me rapprocher de la collectivité territoriale pour commencer à discuter d'un cadre qui va me permettre de me dire je suis identifié, je deviens une entreprise de Saint-Pierre-et-Miquelon, auquel cas, donnez-moi accès aux ressources humaines que vous avez sur le territoire, et j'ai bien immatriculé mon entreprise, hébergé mes données, et donc je deviens une entreprise de Saint-Pierre-et-Miquelon qui crée de l'emploi et qui bénéficie des soutiens que vous pouvez lui apporter, parce qu'il ne faut jamais l'oublier, tous les territoires sont en compétition pour essayer d'attirer ces acteurs du numérique. Vous avez un cas qui est connu dans le monde aujourd'hui, qui est l'Estonie, qui était considéré comme un des États européens, les derniers États européens les plus petits, les moins attractifs et probablement avec le moins de capacité de développement, et aujourd'hui qui est considéré comme leader européen du e-service, qui a développé des logiques de e-citoyen, qui a complètement disrupté la création d'entreprises et même de la citoyenneté à l'échelle européenne. Et donc aujourd'hui, vous avez en quelques clics la possibilité d'avoir on va dire une carte d'identité de e-citoyen d'Estonie, d'avoir la capacité d'accéder à des services complètement dématérialisés, que ce soit services professionnels ou particuliers. Et c'est pas de la science-fiction. Alors après, derrière, évidemment, faut remettre les choses à l'échelle, mais pour autant, quand on discutait de ça il y a 5 ans, l'Estonie, c'était pareil, c'était considéré comme un truc où il y aurait progressivement des progrès comme ailleurs, mais pas plus. Or, en fait, on voit que les disruptions peuvent se faire sur des petites choses, parce qu'à un moment, il y a une entité, et l'Estonie s'est regroupée. Ils n'ont pas fait 12 projets. Ils ont dit, bon, face au reste du monde, on doit être unis, et qu'est-ce qu'on fait comme projet? Et sur quoi on se bat? Et on y va de front, on n'y va pas disperser. Et ça, c'est important. Je pense qu'ici, vous avez des atouts, mais il faut y aller unis. Pour témoigner, en 2001, quand je portais les questions d'aménagement numérique et de services numériques, quels ne sont pas les arguments que j'ai entendus pour ne pas faire le data center? En disant, mais monsieur Delara, vous êtes fou. Aujourd'hui, le haut débit, vous pouvez héberger vos données à la Défense, à Londres ou ailleurs dans le monde. Pourquoi vous voulez les héberger au Pays Basque? Tout simplement parce que les entreprises souhaitaient héberger en local leurs données. C'est bien les data centers de proximité. Quand ces grands opérateurs avec des logos où il y a une certaine couleur qui est entre le jaune et le rouge, je vous laisse imaginer lequel, vous disiez mais il n'y a pas d'avenir pour le cloud. Regardez aujourd'hui ce qu'est le cloud. Donc on voit bien que cette dynamique est sur les territoires. Tous les territoires sont en train de se doter de ces data centers de proximité. Et lorsqu'on est sur un système insulaire avec un code territorial d'imposition, une volonté d'accueillir des acteurs de l'extérieur, il faut offrir finalement toute la chaîne de valeur, depuis la connexion au réseau optique mondial, le réseau d'interconnexion quand on est sur un archipel, la fibre optique jusqu'à mon bâtiment, évidemment le data center pour héberger mes données, et finalement des lieux un peu symboliques. Lorsque j'implante mon entreprise, parce que je ne vais pas être dématérialisé, il y a un moment, ce qui vous intéresse à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est que les jeunes de Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont partis aux études reviennent, créent leur activité ou, le cas échéant, trouvent du travail sur le territoire, de l'emploi sur des entreprises innovantes. Et aujourd'hui, accueillir des entreprises innovantes, des entreprises connectées, on ne peut pas les mettre à côté d'un garage, à côté d'une toupie à béton. Ce qu'elles vont demander, c'est des lieux un petit peu symboliques, au plus près, le cas échéant, de ces data centers, de ces connexions. Et donc, qu'est-ce qu'une zone d'activité numérique? Finalement, c'est une zone qui respecte 4 grands principes. La zone est aménagée, j'ai des fourreaux, j'ai des chambres de tirage devant chacun des lots. Je vais avoir la possibilité de faire venir différents opérateurs directement dans mon entreprise pour m'adresser leurs offres. Donc voilà les grands principes que vous retrouverez dans le SDAN demain. Là, ce sont des extraits de planches qu'on vous a donnés pour cette conférence qui permettent de dire demain, ce territoire, sur le volet infra et usage, il est au niveau des infrastructures déjà en marche. Le fait que la collectivité territoriale ait voulu se connecter au réseau optique mondial donne une réalité. Cette réalité, elle est tangible, elle est là, le câble est posé, il va être activé. Voilà. Donc dans quelques temps, vous devez vous mettre en marche pour finir de monter en débit sur le territoire et puis surtout monter sur les services. Au niveau des services, et on va en terminer là pour faire le lien avec les ateliers de cet après-midi, 3 axes sur le SDAN: assurer la couverture haut et très haut débit mobile, assurer l'hébergement, sans lesquels
si je viens juste immatriculer mon entreprise auprès de la CACIMA, demain on a une administration qui est redoutable, hein, qui s'appelle Bercy, on me dira mais vous n'êtes pas implanté à Saint-Pierre-et-Miquelon, vous n'êtes pas un ressortissant fiscal de Saint-Pierre-et-Miquelon. Où est la stabilité de votre entreprise et la réalité? Elle vient par le numérique, elle vient également par les emplois qu'on crée sur le territoire. Et puis au niveau des usages, accélérer cette transformation numérique, tous les territoires doivent faire face à ce défi de la transformation numérique. Et avec Archipel Développement, nous avons souhaité vous proposer 3 ateliers pour co-construire avec vous le volet usage et services numériques du SDAN. Un volet infra, Stéphane Lelux l'a développé largement ce matin, un volet usage et services que l'on va co-construire avec vous. Co-construire autour de 3 ateliers qui est entreprise et numérique, tourisme et numérique, et Pascal Peuchot a accepté d'animer cet atelier. Et puis, ce qu'on avait appelé improprement administration numérique, c'est talent et formation, parce que derrière, si je veux m'implanter en tant qu'investisseur sur un territoire, je vais analyser sa connexion au monde, sa disponibilité ou la disponibilité du haut et très haut débit, la capacité à héberger mes données, mais surtout, indépendamment du levier fiscal ou des aides que vous pourriez m'apporter, je vais demander quel est le public professionnel formé au numérique, quelles sont les personnes présentes sur le territoire ou mobilisables au travers de la diaspora, et on le voit avec Fier SPM. Donc donnez-moi tout de suite accès à votre base de talents. Le Stéphane Lelux rentrera sur ces 4 piliers dans l'atelier qu'il va animer. Vous avez été nombreux à vous inscrire. Pascal Peuchot travaillera sur le tourisme autour de 3 idées simples qui sont avant, pendant et après mon voyage ou mon séjour. Donc l'idée, si je prends cet atelier, vous avez tous des pratiques, il y a des professionnels du tourisme dans la salle. Demain, pour préparer avant mon voyage, quels sont les services numériques que vous souhaitez développer sur ce territoire pour mieux accueillir ou davantage de touristes? Comment améliorer l'expérience, puisque tout à l'heure Bernard Briand l'évoquait, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles d'exception. Quand je suis sur un paysage aussi beau, est-ce que j'ai pas envie instantanément de partager une photo, d'envoyer un commentaire, d'essayer de mobiliser mes amis pour leur dire mais venez voir ce territoire d'exception? Et puis évidemment après, concernant l'emploi et le numérique, c'est pas du virtuel. J'ai juste repris un chiffre avec Stéphane Lelux qui était finalement la dynamique qu'a lancée la Commission européenne, qui est le Skill and Jobs Coalition, qui a été décliné au niveau français. Aujourd'hui, le MEDEF est en train de travailler dessus. On retrouve des personnes comme Olivier Midière, qui sont des personnes qui ont construit le plan France Numérique 2012, France Numérique 2020. Le plan France Très Haut Débit est le résultat de ces travaux qui avaient été organisés à l'époque 2010-2011. Et donc vous avez aujourd'hui les 4 piliers de la stratégie européenne: compétences numériques pour les actifs, meilleure formation professionnelle du numérique, compétences pour tous et dans l'éducation. Et regardez ce chiffre, 750 000 emplois à pourvoir d'ici 2022 en Europe. Vous avez une idée de combien d'emplois en France? 175 000 à 220 000 emplois. Voilà aujourd'hui la réalité de la transformation numérique de notre société et de notre économie. C'est-à-dire que si je suis une start-up qui vient s'installer au Pays Basque, à Paris, à Londres, à Barcelone, je vais avoir affaire à ce déficit. Où sont les compétences du numérique? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un doctorat en informatique? La réponse est non. Ce qu'on a besoin, c'est de codeurs, de développeurs. Je peux n'avoir aucun niveau d'études et maîtriser ce langage qui s'appelle le code. Et Loïc l'évoquait hier soir. Évidemment, quand on est à Saint-Pierre-et-Miquelon, je parle le français, ça coule de source. Et évidemment l'anglais, je suis ce petit bout de France aux portes de l'Amérique du Nord, et je maîtrise la 3e langue qui s'appelle le code. Et le code, c'est en 3 mois, 6 mois, 7 mois. Et donc là, ça va renvoyer dans cet atelier à quelle stratégie mettons en place tous ensemble pour que demain, il y ait bien des compétences sur ce territoire. Je reviens d'un autre territoire, à l'autre bout du monde. On a interrogé des entreprises du numérique. Ce territoire avait un postulat. Nous avons un câble optique, il est branché, donc le très haut débit est disponible, et nous avons une fiscalité hyper attractive, 0%. Donc les entreprises vont venir. C'est évident, elles vont venir. Mais dans les faits, elles ne viennent pas. Qu'on soit un paradis fiscal ou non, elles ne viennent pas. Et elles ne viennent pas parce qu'elles demandent un certain nombre de paramètres. Le premier, évidemment, assurez-moi que jusqu'à mon entreprise, j'aurai bien la fibre optique.
ce qu'a évoqué Stéphane Lelux. Assurez-moi que je peux m'inscrire à la chambre de commerce sans avoir à traverser le monde et à voyager pendant 30 heures. Puis que je puisse héberger mes données. Et puis surtout que j'ai des acteurs, le public, qui vont m'accompagner quand je viens sur ce territoire pour aller démarcher l'espace régional. Vous avez un voisin qui est évidemment ce territoire du Labrador. Et puis derrière, comment je vais rentrer à Québec quand je suis un acteur qui quitte la Côte d'Azur. Je n'ai pas la culture anglo-saxonne, je n'ai pas la culture du Canada. Comment vous m'aidez à rentrer sur ces territoires? Et puis surtout, et le dernier, le postulat, c'était donnez-moi vos compétences sur le territoire. Assurez-moi que vous avez une école du numérique et surtout donnez-moi votre base de données de talent. Et pour finir cette présentation, nous avons été invités par Archipel Développement dans le cadre de cette conférence Innovation Fier SPM. C'est le résultat du travail que vous avez engagé autour de la mobilisation de la diaspora, ce forum des initiatives entrepreneuriales en réseau. Vous avez déjà répondu à ce postulat que demandaient les entreprises du numérique, qui était de dire je veux du câble, je veux de la fiscalité, pourquoi pas, mais je veux surtout une base de données de talent, et c'est ce que vous avez fait avec Fier SPM. Et donc si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à me rejoindre sur cet atelier qui est le 3e, puisque vous êtes très nombreux chez Pascal Peuchot ici et Stéphane Lelux, et je suis un petit peu seul sur cet atelier, donc je suis sûr que je vais réussir à en récupérer quelques-uns. Mais je suis sûr que ta présentation aura convaincu une majorité des participants, mais vous pourrez difficilement vous couper en deux, mais c'est vrai que je vous invite à y participer. Je crois que c'est la clé, ces talents, cette capacité, parce que finalement, si on fait tout ça et qu'il n'y a pas les personnes pour pouvoir saisir cette balle au bond que vous êtes en train de construire ou de lancer, eh bien, tout le travail de développement économique retombera. Donc il faut vraiment avoir ce travail de fond à la fois de formation et d'attraction, d'attractivité pour faire revenir aussi des talents. Merci beaucoup, messieurs. C'est vrai qu'on retrouve pleinement l'esprit qu'on espérait pour ouvrir cette conférence, et au-delà de cette conférence, la concertation sur le schéma d'aménagement numérique. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial parce que c'est un peu le mariage de Fier SPM et du SDAN, qui étaient pour l'instant deux projets plutôt en silo côte à côte et qui peuvent se retrouver dans cette journée. On avait souhaité qu'il y ait un maximum d'interactivité, donc si vous avez des questions pour ces messieurs, ils ne sont pas là souvent, donc profitez-en. Vous êtes chaud là? On paraît que Saint-Pierre-et-Miquelon, on est chaud sur le web. On peut faire circuler un micro peut-être, je ne sais pas si... Voilà, vous levez la main et on vous fournira le matériel pour pouvoir intervenir. Ce n'est pas nécessairement une question, ça peut être aussi une réaction, un complément d'information. Enfin, c'est le but, hein, c'est pas uniquement d'approuver tout ce qu'on vient de dire ou de réagir uniquement sur ce qu'on vient de dire. Il y a peut-être des choses en plus que vous voulez ajouter. Monsieur le sénateur. Merci. Moi, j'ai juste une petite question, puisque le schéma d'aménagement numérique, par la force des choses, enfin, vous l'avez rappelé, c'est un schéma d'aménagement et d'infrastructure, mais il est co-construit. C'est-à-dire que ce n'est pas un schéma qui émane de la seule puissance publique, puisque vous avez notamment identifié les deux opérateurs locaux qui interviennent dans ce champ aujourd'hui à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça veut aussi dire que, par la force des choses, on est dans une démarche participative et collective. Que se passe, premièrement, comment réagissent les opérateurs locaux? Vous n'êtes pas obligé de dévoiler forcément les positions des uns et des autres. Qu'est-ce que fait la puissance publique si les opérateurs ou un des opérateurs ne souhaite pas s'inscrire dans cette dynamique, qui est également une dynamique réglementaire, je le rappelle, puisque pour que les gens comprennent, c'est le Code général des collectivités qui prescrit évidemment l'élaboration des schémas d'aménagement numérique, et Saint-Pierre-et-Miquelon est le seul
territoire français aujourd'hui à ne pas disposer de l'infrastructure. Donc c'est comment réagissent ces opérateurs locaux à cette démarche, qui est une démarche qui peut surprendre, même si elle existe partout ailleurs, et que fait la puissance publique si les opérateurs ne s'y inscrivent pas ou en tout cas créent de la réticence à ce mouvement, de toute façon, qui est un mouvement de fond, qui va les submerger à un moment donné. Et l'idée de la puissance publique, puisqu'en étant un peu à l'origine de cette démarche depuis quelques années, c'est surtout d'accompagner le secteur privé pour cette prise de conscience nécessaire. Donc c'est simplement pour avoir cette cartographie un peu psychologique de comment les acteurs locaux perçoivent aujourd'hui cette démarche d'infrastructure. Les aspects services, on l'avait voulu à l'origine justement pour permettre aux entreprises de se projeter aussi, parce que le territoire, il n'échappera pas non plus au mouvement international de développement numérique. Et j'ai presque envie de dire aujourd'hui que c'est une question de survie pour l'archipel. Je pense que Manuel l'a très bien rappelé au niveau du cadre nécessaire pour permettre aux gens de s'implanter dans de bonnes conditions. Merci. Oui, c'est vrai que c'est important de rappeler que c'est un travail collaboratif. C'est pas deux experts plus ou moins, je veux dire, venus de l'extérieur qui vont téléguider comme ça une vision et puis dire voilà, c'est ça qu'il vous faut. Le travail, il est collaboratif. Et on le disait encore hier soir quand on préparait avec les autres experts qui sont présents avec nous et qui vont intervenir maintenant. C'est tout sauf ça, justement. C'est tout sauf le fait d'apporter des solutions toutes prêtes qu'on va plaquer sur un territoire. Et donc, ça veut dire que l'interaction, le collaboratif, la participation, elle est le ciment de la réussite de vos projets. Et c'est vrai que les acteurs, que ce soit SPM Télécom ou Globaltel, qui sont les acteurs de l'infrastructure, leur rôle est clé. Alors, ce que disait Monsieur le Sénateur, c'est qu'on a, dans le cadre de la loi, un schéma donc, qui est une forme, pas obligatoire, mais qui est fortement recommandée. Et Saint-Pierre-Miquelon est un des derniers territoires, pour ne pas dire le dernier, qui est en train de faire son schéma. Partout ailleurs, ça s'est déroulé. Alors, ça n'a pas toujours été simple, mais tous les acteurs, à la fin, ont joué le jeu. Pourquoi ? Parce que d'abord, parce que c'est la loi. Ça, bon, quand même, c'est bien que chacun respecte la loi, c'est quand même souhaitable. Et deuxièmement, parce qu'ils ont fini par comprendre que, en fait, c'était pas une démarche contre, mais c'est une démarche pour. Et ça change complètement la psychologie. Parler de psychologie, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il y a encore trop cette crainte, vous savez, cette vaubanisation, vous savez, chacun derrière ses murs épais, en se disant « Oh là, je vois arriver une goélette au loin, ça doit être des ennemis ». Donc il vaut mieux éviter d'ouvrir les portes du fort. Donc on va bien se murer et on va ignorer le passage de la goélette. Il faut se dire que la participation de ces acteurs est clé. Pourquoi ? Parce que quand on a besoin, sur un petit territoire qui plus est ici, de projeter des investissements dans un schéma directeur d'aménagement numérique, on doit avoir une visibilité et une transparence sur quels sont les projets privés pour qu'on puisse, en fonction des ambitions réelles et sérieuses, ça c'est, je prends les termes bruxellois des acteurs privés, définir pour atteindre l'ambition du territoire, éventuellement le gap qui manque et pour lequel, qui ne serait pas porté par le privé, une initiative publique est pertinente et pour lequel éventuellement un soutien de cette initiative publique pourrait être apporté. Si nous n'avons pas une vision de cette cartographie, évidemment, le premier impact, c'est de dire finalement, il n'y a rien à faire peut-être. Donc finalement, le premier pénalisé, c'est le territoire, parce qu'il ne pourra pas être soutenu par l'extérieur. Le deuxième pénalisé, c'est aussi l'opérateur, parce que finalement, on peut le soutenir dans son initiative de renforcer son offre et de moderniser son offre. Donc je pense qu'on a, nous, depuis un peu plus de 8 mois, essayer d'obtenir les informations des opérateurs par une procédure qui est simple, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais qui passe par la préfecture. Il se trouve que nous n'avons pas aujourd'hui accès, notamment pour bien comprendre, savoir quels sont les fourreaux construits à l'époque du téléphone, par exemple ici, quel est leur taux d'occupation, etc., pour éviter de planifier la reconstruction parallèle si on veut déployer demain de la fibre optique dans les rues. C'est absurde, on ne va pas construire des réseaux en parallèle. Il faut avoir en tête que près de 2/3 du coût d'un réseau filaire fixe, c'est du génie civil. Donc si vous pouvez économiser ces 2/3, vous imaginez
l'impact économique, parce que je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, la dernière composante, c'est le coût. Si vous empilez les coûts, l'usager final, c'est vous qui payez les coûts. Vous savez, j'ai toujours dit, ce qui est gratuit, c'est vous le client, enfin c'est vous le produit. Ici, c'est pas gratuit parce que vous achetez un produit, c'est pas vous le produit. Donc le problème, c'est qu'à la fin, si on empile les développements et les infrastructures, au mieux, on perd des aides, au pire, on duplique et on augmente les coûts. Donc il y a tout un travail à faire, au-delà même de la relation avec les opérateurs, de synergie dans les travaux, quand on fait des travaux de voirie, des éclairages publics, etc., pour que la partie des infrastructures qui va aller jusque dans le territoire au plus profond soit faite d'une façon la plus concertée. Et ça, c'est aussi un problème que j'ai constaté avec la DETAM quand je les ai rencontrés l'an dernier. Il y a un manque de groupes de concertation entre les acteurs sur les travaux de génie civil. Vous voyez, et donc ça, c'est aussi une dimension importante qu'on va mettre dans le SDAN en disant attention, il faut vraiment systématiser les réunions de planification de travaux, s'assurer que les travaux sont concertés et qu'on évite les duplications. Mais à court terme, ce dont on a besoin pour terminer le SDAN, c'est d'avoir la réponse aux questions auxquelles la loi, par la préfecture, impose aux acteurs d'être transparents sur où sont aujourd'hui leurs infrastructures, quelles sont les disponibilités, quels sont leurs projets avec une planification d'investissement arrêtée. Voilà. Et ça, évidemment, pour terminer le SDAN, d'ici le mois de juin, nous en avons besoin pour vous. Ce n'est pas pour nous. À nous, quand on sera parti, évidemment, il restera toujours la capacité à tirer par le haut cette dynamique numérique, comme j'ai dit tout à l'heure, en partageant et pas en divisant les ressources. Voilà. Pour compléter, le schéma d'aménagement numérique à l'échelle de la France, c'est 20 milliards. Donc moitié collectivité locale, enfin puissance publique, moitié opérateur. Donc c'est vraiment un jeu gagnant-gagnant. Et il faudrait qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, la population, elle ne soit pas prise en otage. Il faut que tout le monde joue le jeu, depuis l'État, les opérateurs, à venir répondre à la main que tend aujourd'hui la collectivité territoriale sur on veut aménager le territoire. Et donc aujourd'hui, la main est tendue et cette main doit être prise pour construire le projet dans l'intérêt de l'archipel et l'intérêt surtout des habitants et des entreprises de l'archipel. Alors, en tout cas, c'est une obligation et je dirais que ce qu'il faudrait, c'est que ça dépasse la notion d'obligation. Mais déjà, l'obligation n'est pas respectée. Donc ensuite, voilà, il faut que l'État, par la préfecture, relaie cette obligation, s'assure que ça va être fait dans les délais, parce que ce qui serait, on va dire, véritablement inexplicable à des tiers, y compris l'Union européenne ou à Bercy, c'est qu'on finisse ce schéma sans avoir l'information. Et que l'État ne l'ait pas fait. On a une intervention. Bonjour à tous, merci, je suis Monsieur Lazrac, secrétaire général de la préfecture. Donc on interpelle l'État, donc forcément on est obligé de répondre. Effectivement, je trouve que tout ce qui a été dit là est absolument vrai. Il faut absolument qu'une synergie des acteurs. On a besoin d'avoir que tous les acteurs soient autour de ce projet. Schéma numérique, on s'en félicite. La problématique de l'obligation législative qui est imposée aux opérateurs, je vous rappelle qu'il y a l'ARCEP, qui, elle, est une autorité administrative indépendante et qui a l'obligation aussi de veiller à ce que les textes soient soumis. Sur la question de la transmission des informations de SPM Télécom ou d'Aglobaltel ou de Globaltel à SPM, puisque ce sont les deux opérateurs dont on parle, je vous renvoie juste au décret de 2010-2015, sans vouloir être un peu trop techno pour notre audience, mais le décret de 2015 a assoupli les règles de transmission et l'État, en tout cas la préfecture, n'a plus à intervenir dans ce processus. Donc je vous renvoie à ce décret de 2015 qui a modifié les dispositions législatives. Ce n'est pas que l'État se défausse, on fait juste qu'appliquer la règle. Et que l'autorité de régulation dans cette histoire, c'est l'ARCEP. Après, la question d'associer effectivement toutes les, comme vous disiez, les génies civils, les acteurs, mais ça passe au-delà. Il faut aussi, et c'est pour ça que je me félicite de votre initiative, Archipel Développement et vous-même, parce qu'on a besoin d'avoir un échange sur tout ce qui est, tous les avantages que pourront procurer ces développements-là. Et l'État a accompagné et continuera d'accompagner autant qu'il le pourra, mais dans le cadre de la loi, comme je viens de le rappeler, l'ensemble de nos développements, puisque ça fait partie de tous ces territoires, tout territoire d'outre-mer. Voilà la petite précision que je voulais apporter.
peut-être, si je peux me permettre, juste quand même pour que ce soit complet, c'est que chaque territoire doit faire l'objet préalablement, et là la préfecture est impliquée, d'une déclaration des sites sensibles. Or, vous ne l'avez manifestement pas fait. Alors, je vais vous renvoyer à l'avis de 2014 de l'ARCEP. Ça, c'est la réponse de SPM Télécom. 2015. Non. On ne va pas revenir sur le détail ici, c'est peut-être pas le moment, mais je vous renvoie au décret de 2015 qui assouplit et qui enlève cette obligation de mettre en place par le préfet des zones d'exclusion liées à des sites sensibles. C'est un décret de 2015 qui a été pris, je peux vous le communiquer. Je suis absolument... en tout cas, je connais nos obligations. Je vous remercie. Non, mais simplement, il faudra effectivement le faire passer à SPM Télécom pour qu'il n'utilise pas cet argument pour ne pas répondre. Merci. Merci, Monsieur Lelux. Merci, Monsieur Lazrac, pour votre intervention. Donc, si vraiment il y a une autre question, on a encore 1 minute. Sinon... Ah, est-ce qu'on peut remettre la présentation ? Le slide. Donc, vous vous souvenez, il y a 3 groupes. La plupart d'entre vous savent déjà qu'ils vont soit dans le groupe tourisme, soit dans le groupe entreprises et services. Et on voudrait savoir, pour bien organiser les ateliers cet après-midi, s'il y a des personnes qui voudraient rejoindre. Il faut me laisser mettre la bonne slide. C'est celle-là. Ok, on s'arrête. Est-ce que quelqu'un souhaiterait rejoindre le 3e atelier ou est-ce qu'on reste sur 2 groupes? Si vous voulez rejoindre cet atelier, j'ai 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Ok. Donc je pense qu'on a un troisième atelier. Merci. Je pense que on est bon pour cette session. On a du café qui est prêt. On serait encore plus chaud comme ça. Et on se retrouve ici à 10h20. Voilà, donc on a un petit quart d'heure. Merci.